Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier rendez-vous de Béliveau Rencontre, une histoire à la fois. On reçoit ce soir Annabelle Boyer qui a écrit plusieurs livres. On va vous les présenter tout à l'heure. Bonsoir Annabelle, tu vas bien? Oui, très bien toi-même. Oui, bien. Passez une excellente journée. Une journée occupée et productive. Bon, on les aime de même nos journées, il faut croire. Donc, pour expliquer un peu Béliveau Rencontre, c'est que tous les mercredis à 20h, il va y avoir des rencontres avec auteurs, autrices de chez Béliveau. Et dans le chat que vous avez sur le côté ou en dessous de la publication, vous allez pouvoir poser vos questions. Puis, à la fin, justement, on va poser vos questions à Annabelle. Et cette diffusion va être mise en ligne par après sur des balados. Donc, d'ici quelques jours, on va se retrouver sur des balados. En tout cas, merci beaucoup d'être déjà nombreux. On voit le chiffre qui est là, puis c'est impressionnant pour une première rencontre. Donc, Annabelle, je te propose en premier d'expliquer un peu qui tu es, tu fais quoi dans la vie, un peu une petite introduction pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir, s'il te plaît. Excellent. Ben moi, à la base, je suis une conseillère en ressources humaines. J'interviens en entreprise pour gérer des conflits, améliorer le climat de travail. Je suis aussi une experte en analyse du langage corporel, donc j'accompagne des individus et des entreprises à, évidemment, mieux lire le non-verbal pour avoir des conversations plus authentiques, déceler les menteurs, déceler les manipulateurs et attirer à soi des bons employés, des bons partenaires d'affaires, des bons clients. Et je suis master coach en neurosciences motivationnelles, ce qui fait que moi, j'aide les personnes qui ont des tendances à avoir des pensées négatives récurrentes à adopter un mindset qui est plus positif, à créer la vie de leur rêve, une vie épanouissante dans laquelle ils vont être bien. Et évidemment, je suis l'auteur d'une dizaine de livres. Une dizaine de livres, quand même. En combien de temps? Mon premier livre, j'ai sorti avec la première édition en 2011. Ce livre-là a été ensuite réédité en France et finalement réédité par Béliveau aussi. Fait que là, je suis rendue à 10 livres chez Béliveau. Wow! C'est vraiment une très, très belle carrière, puis tu es prolifique. Puis, oui. Un des premiers livres qu'on va parler, c'est, j'essaye de bien le montrer, Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Et il y a une belle nouvelle concernant ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, au niveau de Ben la oui, en fait, réédition? c'est que quand je suis venue pour passer une autre commande chez mon éditeur, parce que comme je donne des conférences et des formations, évidemment, je vais vendre aussi le livre dans le cadre de mes activités. Et en passant la commande, ça nous a permis à Mathieu et à moi de constater qu'il nous en restait très peu dans l'inventaire. Et Mathieu a décidé de retourner en impression pour la 4e fois. Donc, évidemment, c'est un best-seller, mais qui continue à se vendre dans le temps. Fait que ça, c'est extraordinaire. Oui, Mathieu, c'est Mathieu Béliveau, Oui, exactement. de Béliveau Éditeur, qu'on salue d'ailleurs si jamais il est à l'écoute. Et merci beaucoup de sa confiance. Je lis en vous, c'est vraiment la synergologie. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la synergologie? En fait, c'est une discipline qui étudie l'analyse du langage corporel, donc l'ensemble des mouvements que fait le corps et essaye d'avoir une analyse plus logique. Donc, on va analyser, par exemple, les axes de tête, les mouvements que l'on fait avec les mains, la position assise, la position debout, les croisements des bras, les croisements des jambes, les mouvements que l'on fait avec les sourcils, les mouvements des yeux, les mouvements de la bouche, les mouvements de la langue, les contractions musculaires, la façon de jouer dans nos cheveux, la façon de se démanger, la façon des fois de se faire ce qu'on appelle des micro-caresses, la façon d'être positionné par rapport à une autre personne. Et l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que quand on étudie, par exemple, une démangeaison et qu'on a une centaine ou 200 vidéos de la même démangeaison, on est en mesure d'extraire, d'extrapoler et d'identifier une hypothèse de travail. Ce qui fait qu'en synergologie, on a des milliers de vidéos pour être capable d'avoir une banque d'informations qui est suffisamment bien documentée pour être en mesure de dire, ben si on a tel type de mouvement, tel type de geste, tel type de posture, si on a un certain nombre d'éléments, l'hypothèse que l'on peut tirer, c'est, et là, on va y aller avec une hypothèse. Et donc, la synergologie, c'est l'analyse de l'ensemble du corps
Et l'objectif, c'est de mieux comprendre notre interlocuteur, mieux nous comprendre nous aussi, pour être en mesure d'établir un terreau fertile à l'authenticité. Donc, l'objectif, c'est pas d'accuser l'autre de mentir, de lui faire des reproches. Au contraire, c'est de faire en sorte de trouver des questions intelligentes et d'avoir soi-même un langage corporel authentique pour favoriser les échanges authentiques avec l'autre personne. Donc, c'est à ça que ça sert, la synergologie. Et comment qu'on peut mettre la synergologie en pratique tous les jours avec des collègues de travail, avec des amis? Est-ce qu'il y a, j'ai vu, il y a même, je vous dis, là, dans le livre, on voit des photos. Il y a beaucoup, beaucoup de photos, justement. Puis, comment qu'on peut détecter, c'est en lisant ton livre, je comprends qu'on détecte des choses, mais comment nous, par exemple, on peut voir que telle personne en face de nous est mal à l'aise parce qu'elle a fait un geste. Comment qu'on voit ça? En fait, au départ, quand on commence à étudier la synergologie ou d'autres formations en langage corporel, on va commencer par analyser les plus grosses articulations du corps humain. Parce qu'évidemment, si je pars en me disant il y a une micro-démangeaison et que je pars mon analyse sur la micro-démangeaison, je vais à ce moment-là partir du particulier pour aller vers le général, ce qui est une erreur parce que ça va biaiser l'observation du reste du corps. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est regarder les plus grosses articulations. Donc, comment sont positionnées mes hanches, comment sont positionnées mes épaules, ensuite, comment est positionnée ma tête et comment est l'ensemble de mon corps. Et l'idée, justement, dans les premiers temps, c'est de commencer donc par des mouvements qui sont un peu plus macro pour commencer justement à observer. Parce qu'à la base, si moi je suis bien avec l'autre, mon corps va être entièrement orienté vers l'autre. Maintenant, si je veux serrer la main de quelqu'un, mais qu'en même temps, je suis en train de me dire, il faut que j'aille mettre de l'argent dans le parcomètre, mon corps, il est présent physiquement, mais mon esprit est déjà un peu ailleurs. Et à ce moment-là, on va avoir quelqu'un qui va donner une poignée de main, mais légèrement de profil, justement parce que le corps va témoigner du fait que l'esprit est ailleurs. Et là, c'est pour ça que quand on est dans une relation avec quelqu'un, que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie personnelle, la première chose qu'on a à faire, c'est de commencer par simplement observer sans chercher de signification. Okay. Parce que quand on ne connaît pas l'ensemble des interprétations à faire, on a une tendance à être un petit peu biaisé. Et il y a aussi le fait que mon cerveau va me jouer des tours. Si moi, je suis fatiguée, mon œil va percevoir certaines choses, mais ne percevra pas d'autres gestes. Si moi, je suis en conflit avec quelqu'un, mon œil va percevoir certaines choses et va occulter d'autres choses. Donc, mon travail au début, c'est de m'entraîner à observer le plus d'éléments possible pour entraîner mon cerveau à simplement détecter, mais sans faire aucune interprétation. Je dois d'abord m'habituer à observer. Par exemple, pour la tête, on a 3 axes de tête. Donc, j'ai un axe de tête rotatif, j'ai un axe de tête sagittal et j'ai un axe de tête latéral. Juste d'identifier les 3 axes de tête de quelqu'un qui est en train de me parler, ça va me demander un effort au début. Quand je donne des formations, au départ, je montre aux gens des photos parce qu'une photo, c'est statique. Ça ne bouge pas. C'est facile d'analyser des axes de tête sur une photo. Et pourtant, j'ai toujours plein de photos qui sont ambiguës où les gens ne savent pas trop quel est vraiment l'axe de tête. Fait qu'évidemment, quand on regarde ensuite des films, des vidéos, où là, la personne, elle est en mouvement et là, il faut analyser les axes de tête dans différents moments de la vidéo, là, ça devient plus difficile. Et donc, l'idée au début, c'est juste de commencer par dire, OK, là, pendant les 3 prochaines semaines, je ne fais que observer l'axe rotatif. Je ne fais que m'habituer à détecter et à bien observer l'axe rotatif. Après 3 semaines, 1 mois, on rajoute un élément. Après ça, on en rajoute un autre. Et on en rajoute un autre. Et on en rajoute un autre. Et comme ça, on construit dans notre tête une habitude d'observation et une logique d'observation. Parce qu'évidemment, le temps qu'on observe l'autre, au début,
on ne l'écoute plus. Parce que c'est vraiment difficile d'observer, d'apprendre à observer. Et en même temps, votre cerveau va commencer à dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, notre cerveau, donc, il part dans une joute mentale et en même temps, il n'est pas capable de vraiment écouter ce que l'autre dit. Fait qu'au début, il faut simplement s'habituer à observer. Si vous pouvez aller dans des rencontres, par exemple, dans des rencontres de réseautage ou dans des groupes d'amis où vous pouvez observer deux personnes qui se parlent sans être obligés, vous, de prendre en charge la communication, ça va être plus facile, ça va vous donner la possibilité d'observer sans être déconcentré. Puis évidemment, la première personne qui est à observer, c'est soi-même. Parce que si moi, je suis en train de parler à mon conjoint et que j'ai envie d'une conversation authentique, que j'ai envie qu'il me dise réellement ce qu'il pense, mais que mon langage corporel donne des indices d'un doute, d'une inquiétude, d'une peur, d'un malaise, d'une tristesse. L'inconscient de mon conjoint va le percevoir et va y réagir. Et là, je viens de biaiser l'authenticité que je voulais avoir avec lui. Donc, la première personne que j'ai à observer, c'est moi. Fait que c'est pour ça que souvent, dans les premiers cours, on filme les élèves. Et dès les premières séances, on se regarde, on voit de quoi on a l'air, on voit de quoi on a l'air quand on dit une vérité, on voit de quoi on a l'air quand on raconte un mensonge. Ce qui fait que dans les minutes qui suivent, à chaque fois qu'on se gratte, là, on se dit, mon Dieu, je viens de me gratter. Pourquoi je me suis grattée? À quoi je pensais? De quoi on était en train de parler? Et là, on prend conscience de tout ce qui nous traverse l'esprit et que l'on ne dit pas. Et là, on prend conscience de pensées qui n'étaient pas tout à fait conscientes, mais parce qu'on se met à creuser, la pensée remonte. Et là, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de voix dans notre tête. Il y a beaucoup de pensées. Et une chance que personne n'entend nos pensées parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas nécessairement jolies. Non, il y a souvent des petites voix, les fameuses petites voix qui sont là. Il y en a plusieurs chez tout le monde. C'est normal. Puis dans le livre, il y a quelque chose, moi, qui, je pense, c'est les personnes qui nous écoutent, les fameuses réunions d'équipe. Oui. Puis il y avait l'arrière de la chaise. Je vais le montrer. Oui, la position assise. Est-ce que, puis là, j'ai découvert des choses avec la personne qui est sur le côté, ben, fait l'analyse et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu, en quelques mots, c'est l'axe de la chaise, vraiment l'arrière de la chaise, pendant une réunion d'équipe? La position assise sur la chaise, c'est un modèle que Franz Gibbs avait développé et qui est extraordinaire, qui s'applique que l'on soit assis ou que l'on soit debout. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on a un intérêt pour la personne qui est devant nous ou un intérêt pour la conversation, le corps, à ce moment-là, il va avoir tendance à aller vers l'avant. Si j'ai envie d'échanger, mon corps a tendance à aller vers l'avant au centre. Si j'ai envie d'échanger, mais je n'ai pas de gros arguments. J'ai rien de particulier à ajouter, mais je suis juste bien, mais en même temps, j'ai pas d'argument fort. J'ai des arguments faibles, je suis juste bien. C'est à ce moment-là le côté gauche du corps qui va s'avancer davantage. Si par contre, j'ai envie d'argumenter, parce que moi, je veux prendre part au débat ou je veux vraiment apporter mon point de vue, c'est davantage le côté droit qui va s'avancer, tout simplement parce que le côté droit du corps, il est géré par le côté gauche du cerveau. Et dans le cortical gauche, c'est toute la partie de la logique, du raisonnement, de la structure du discours, de l'organisation de la pensée. Et comme le cortical gauche, c'est l'organisation de la pensée et l'organisation du discours, quand le cortical gauche s'active, comme il contrôle le côté droit du corps, c'est le côté droit qui s'avance. Alors que dans le cortical droit, c'est la partie plus émotionnelle, c'est la partie des liens, les liens avec les autres, les liens avec les souvenirs, les liens entre les émotions. C'est l'ensemble des liens. Et donc, quand mon cortical droit s'anime, parce que j'ai envie d'être en lien avec l'autre, mais que je ne sais pas trop comment m'y prendre, c'est davantage le côté gauche qui s'avance. Inversement, si j'ai besoin de prendre un peu de recul, parce que, par exemple, la réunion finit plus de finir, elle est longue et je suis fatiguée,
même si je demeure présente psychologiquement, mon cerveau est fatigué, je vais avoir besoin de prendre du recul. Et là, je vais physiquement me reculer. Je vais me reculer vers l'arrière si j'ai besoin de prendre du recul, si je suis fatiguée, s'il y a un peu trop d'informations pour moi, parce que ça arrive dans les rencontres qu'on a trop d'informations. Si on a une dispute avec un conjoint ou une conversation plus serrée et qu'à un moment donné, on trouve que l'autre, il en donne beaucoup, là, on va reculer aussi parce qu'on a besoin de prendre du recul. Psychologiquement, on est encore là, mais on a besoin de prendre du recul. Par contre, on s'est rendu compte que quand le cerveau aurait besoin de fuir, quand la discussion devient un peu trop émotionnelle, quand ça nous plaît moins, quand on est moins confortable, quand on n'est pas bien dans la conversation, à ce moment-là, on a une tendance, c'est vrai pour les humains, mais c'est vrai pour énormément de mammifères, on a une tendance à transférer notre poids en arrière à gauche. Quand on est en train d'analyser, comme l'analyse, évidemment, c'est dans la partie du cortical gauche, à ce moment-là, le corps va se transférer en arrière à droite. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'observer le jeu qui va se passer sur la chaise. Parce que si je suis en train d'expliquer quelque chose à mon client et qu'il ne maîtrise pas ça, si je suis en train de parler, moi, je ne sais pas, moi, de planification financière, où je lui donne beaucoup de notions de langage corporel et ça fait un peu beaucoup, puis là, il pense à des situations, donc il est en analyse, il va transférer son poids en arrière à droite. Donc, qu'il soit en analyse par rapport à ce que je dis, c'est correct. Évidemment, s'il part de en arrière à droite en analyse et qu'il avance en avant à droite, watch out. Il arrive avec un argument fort. J'ai intérêt à connaître ma matière parce que lui, il s'en vient avec une question ou avec un argument ou avec une attaque. Mais évidemment, s'il est en arrière en analyse à droite, puis qu'il s'en vient en avant au centre, pas de problème, il s'en vient juste échanger. En arrière à droite en analyse, puis il arrive du côté gauche, bien, il a analysé puis il revient dans le lien. Pas de problème. En arrière à droite en analyse, transfert en arrière à gauche en fuite. Hop là, là, il faut que j'arrête de parler et que je le fasse parler, que je l'écoute, que je lui permette de reprendre la parole dans la conversation. Puis vous allez découvrir aussi, il y a dans ce livre, il y a même des exercices qui sont là à travers les chapitres. Vous allez plus en savoir sur la synergologie. Je vous le conseille vraiment. Puis regardez, j'ai pris des notes, tout. C'est vraiment un excellent livre. Puis le second livre que je voudrais vous parler ce soir, c'est Relations sous emprise ou comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Et alors là, tu m'as fait un cadeau. C'est la page, je vais te le dire, la page 10 et 11. Quand tu évoques, je pense, l'un des plus beaux textes que j'ai lus dans ma vie, qui est « Tu seras un homme, mon fils » de Kipling. Oui. Oui. Ça, c'est un texte qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie, parce que c'est d'une beauté incroyable. Comment ça a été la rencontre avec ce texte-là? En fait, mon père était un ancien professeur et un directeur d'école, ensuite directeur des services éducatifs dans une commission scolaire. Mais c'était aussi un acteur et un metteur en scène. Et mon père a eu tout un cheminement à faire sur sa place dans le monde en tant qu'homme, sur comment il devait apprendre à devenir un homme dans un monde difficile, dans un monde qui n'était pas nécessairement prêt à accepter sa façon d'être. Je te raconte une anecdote. À un moment donné, évidemment, mon père a fait l'école classique. Et à un moment donné, il y a un professeur qui est un religieux qui fait une affirmation et une affirmation erronée. Et mon père lève la main et reprend le professeur. Le professeur, évidemment, n'a pas accepté de se faire reprendre. Ce qu'il n'a pas accepté encore plus, c'est d'avoir fait une erreur. Et on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Le professeur n'ayant pas la maturité d'admettre qu'il a fait une erreur, il a convoqué mon père dans son bureau et à l'époque, il y avait des espèces de planches à peu près longues comme ça en bois, c'est comme une espèce de grande palette avec un manche. Et il a frappé mon père au niveau du derrière suffisamment fort et suffisamment longtemps pour que mon père ne soit pas capable de s'asseoir pendant 3 semaines. Et mon père a dû, à partir de ce moment-là, apprendre à s'affirmer
même s'il y a une conséquence, à accepter que son opinion peut être différente, puis à accepter que l'autorité n'a pas nécessairement raison. Et c'est à cette époque-là qu'il est tombé sur le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Parce que lui, son propre père était un homme de peu de mots, un agriculteur qui travaillait fort mais qui parlait peu et qui ne trouvait pas les mots pour le réconforter. Alors que ce poème-là est venu apporter un baume. Et je l'ai entendu le réciter des tonnes de fois. Et quand son stress était élevé, quand il doutait de lui, quand il avait l'impression de se faire attaquer de toutes parts, il ressortait « Tu seras un homme, mon fils », et il le récitait à voix haute comme un mantra. Alors, inévitablement, quand moi-même j'ai des doutes, quand je me demande où j'en suis, ce poème-là me revient en tête continuellement. Oui, et puis il faut absolument le lire au moins une fois dans sa vie, puis c'est d'une beauté vraiment incroyable. Puis ce livre serait vraiment, on parle d'idées amoureuses ou investissement financier, une amitié toxique. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut être en relation sous emprise de quelqu'un. Puis tu expliques qu'il y a l'emprisonneur qui est manipulateur. Oui. Puis c'est Isabelle Nazar, si je Isabelle prononce bien, Nazaraga. qui explique comme quoi qu'il y a 30 critères qu'elle décrit dans son livre. Puis, écoute, on peut parler de la culpabilité. Il culpabilise les autres au nom d'un lien familial. Il reporte sa responsabilité sur les autres. Il ne communique pas clairement ses demandes. Il répond très souvent de façon évasive. Et il y a plein de choses comme ça. Est-ce que toi, tu as eu affaire à des relations sous emprise ou des gens que tu connais, que tu as aidés? Les deux, en fait. Moi, la vie m'a bien gâtée. Alors, j'ai eu droit à des relations toxiques au travail et dans la vie personnelle. Et quand j'ai pris conscience de ces relations toxiques-là, là, j'ai décidé évidemment de faire un travail sur moi. Donc, j'ai fait au départ une thérapie. Ensuite, je suis allée vers un coach. Je me suis mis à lire sur le sujet et je me suis mis, à chaque fois que je lis un livre, moi, je mets en pratique tout de suite les exercices qui sont dans le livre. Quand un coach ou un thérapeute me donne un exercice, je le fais tout de suite. C'est automatique, c'est ancré en moi. Je ne veux pas revivre ce genre de situation-là. Puis à un moment donné, inévitablement, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit « Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir, est-ce que tu aurais une idée? » Et inévitablement, dans ma clientèle, je me suis mis à avoir des clients qui se retrouvaient dans ces situations-là. Et quand je les accompagnais, ils sortaient plus rapidement des relations toxiques. Ils sortaient aussi beaucoup moins amochés, beaucoup moins abîmés. Et ils ne retournaient pas avec la personne toxique. Parce que c'est ça, la plus grande difficulté, ce sont les rechutes. Alors, inévitablement, je me suis mis à accompagner des gens. L'univers est bien fait. Il m'a envoyé plus de clients avec des relations encore plus difficiles, ce qui fait que je suis allée chercher justement des formations en neurosciences pour vraiment aller travailler au niveau de la reprogrammation du cerveau puis être en mesure d'aller creuser plus loin pour pouvoir trouver comment on enlève cette programmation-là et comment on peut la remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus sain. Fait qu'inévitablement, aujourd'hui, j'en ai beaucoup dans ma clientèle. Oui. Puis, monsieur et madame tout le monde, comment ils peuvent voir que la personne, un ami, un proche, le mari ou la blonde, est un peu, on va dire, envahissant, harcelant? Comment qu'on détecte tout ça? Parce que En fait, souvent, c'est subtil. Souvent, c'est subtil. c'est subtil, mais ça ne reste pas subtil longtemps. Ouais. Il y a un principe de base dans la relation toxique, c'est que ça commence par une première phase de séduction. Une phase wow. Parce que l'emprisonneur, le manipulateur ou le pervers narcissique, il a décelé une faille. Il a décelé un besoin que l'on a qui n'était pas comblé. Fait que si vous êtes célibataire, puis vous avez peur de finir votre vie seul, puis vous cherchez désespérément, bien évidemment, l'emprisonneur ou l'emprisonneuse, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des emprisonneuses, à ce moment-là, le manipulateur ou la manipulatrice va se comporter comme le conjoint ou la conjointe idéale, qui nous écoute, qui est présent, qui nous complimente, qui nous trouve donc extraordinaire. Donc, il va faire du love bombing. En affaires, c'est la même chose.
c'est le partenaire qui nous trouve donc intelligent, qui nous trouve donc bon, qui nous trouve allumé, qui nous trouve débrouillard, qui nous trouve compétent. Il fait du love bombing. C'est trop beau pour être vrai. Et ça dure en moyenne 3 semaines. Et après ça, vont arriver d'autres étapes. La personne va essayer de nous faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. L'objectif, c'est de faire en sorte de nous déstabiliser, de nous faire sortir de notre zone de confort pour générer une phase de vulnérabilité. Donc, nous faire poser une action plus ou moins risquée, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire pour qu'on se sente vulnérable et qu'on s'accroche donc à l'autre personne. Et là, vont commencer les petits commentaires étranges. Parce que si on dit non à un moment donné à une attente, on va avoir une petite pointe. Ah, je te pensais pas comme ça. En tout cas, tu me déçois. Et là, il y a des petites attaques comme ça. Et comme on a vécu des moments wow qui ont duré au moins 3 semaines, on est monté sur un nuage. Fait qu'avec une personne normale, on aurait eu des bons moments, puis on aurait eu des moins bons moments. Mais on a un barème de c'est quoi un bon moment, puis c'est quoi un mauvais moment. Avec un manipulateur ou une manipulatrice, les moments wow sont tellement wow que le barème est là. Et les attaques sont tellement sournoises que le barème négatif, il est là. Ouais. Donc là, c'est pas des petites montagnes russes d'émotions qu'on vit, c'est d'énormes montagnes russes. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Et l'objectif, c'est justement de nous faire perdre nos repères parce qu'on était habitués à ce barème-là. Mais là, dans ce barème-là, les repères ne sont plus du tout les mêmes. Et comme on perd nos repères, on doute de soi. Et quand on doute de soi, on a besoin de s'accrocher à quelqu'un. Et il va s'arranger, évidemment, il ou elle, pour nous faire sentir qu'une chance qu'il est là. On est vraiment chanceux de l'avoir dans notre vie. Et là, évidemment, il vient de créer une dépendance. Il devient un peu comme un sauveur. Et voilà. Une sauveuse, il se positionne en tant que sauveur ou sauveuse. Et il va jouer dans les 3 rôles. Hein? En tout cas, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment blessé. Il s'est mis dans un rôle de victime. Une chance que je suis là pour t'aider, hein, parce que sinon, tu aurais eu de la misère. Il s'est mis dans un rôle de sauveur. T'as-tu vu comment tu es habillé aujourd'hui? Franchement, il y a rien qu'une pute qui s'habille de même. Il se met dans un rôle de bourreau. Il joue lui-même les 3 rôles, ce qui fait qu'il nous entraîne dans le triangle de Karpman. Parce qu'inévitablement, quand il joue la victime, on se transforme en sauveur. Mais non, mais prends pas ça de même. Mon Dieu, je m'excuse, je me suis mal exprimée. Et on doute de soi. On pense que c'est de notre faute si l'autre se sent pas bien. On pense qu'on est responsable du bonheur de l'autre parce que c'est ce qu'il nous dit. Tu vois comment je me suis exprimée aujourd'hui, là, c'est de ta faute. Ça n'a pas rapport avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais il a réussi à nous déstabiliser. Pour les personnes qui nous écoutent, parce que je vois, par exemple, Stéphanie Leduc qui dit « J'ai une question. Posez, écrivez vos questions, puis on va les poser directement à la fin à Annabelle. » Puis il y a les différents angles d'une gestion de crise. Ça m'a parlé, tu sais bien, avec mon entreprise. Puis là, c'est l'angle de la logique et tout ça. Il y a plusieurs angles. Pour toi, quand est-ce qu'on est en gestion de crise que directement on est, OK, là, on est en gestion? En fait, à partir du moment où avec un client, quand j'utilise un discours logique et que la personne a continué de tourner à me sortir des arguments qui n'ont pas d'allure. La personne, elle n'est pas bien dans la relation. 80% du temps, ils sont en conflit. L'autre est jaloux. L'autre est possessif. L'autre est contrôlant. Il fait des crises. Ça ne va pas. Oui, mais je l'aime. Non, ça, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Parce que quand on aime quelqu'un, on est bien avec quelqu'un. Mais quand 80% du temps, ce n'est pas du bonheur, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Quand on est, je me souviens d'une situation, puis j'en parle dans le livre, le cas de Jacques. Jacques ou sa conjointe, qui est une histoire aberrante, c'est incroyable qu'ils se soient retrouvés ensemble. Quand la conjointe lui dit qu'elle est enceinte et qu'elle dit « Oh non, mais tu ne peux pas venir chez le médecin parce que
parce que le médecin, elle veut pas te voir. Hein? Après ça, ben, quand il insiste, ah, mais finalement, le rendez-vous a été devancé, puis j'ai pas eu le temps de te rejoindre. Quoi? Ah, mais finalement, le rendez-vous a été reporté. Quoi? Voyons donc, quand ça fait 3 fois qu'on t'empêche de voir le médecin, là, qu'on t'empêche d'accompagner ta conjointe, allume. Mais quand la personne n'allume pas, puis qu'elle trouve des excuses à l'autre personne, là, je sais que je suis en gestion de crise. Là, je sais que je dois trouver le chemin qui va me permettre d'atteindre son inconscient parce que la logique de base ne fonctionne pas. Et là, je vais prendre soit une logique émotionnelle, soit est-ce que tu te vois dans l'avenir dans cette situation-là? Est-ce que ça correspond à ton couple de rêve? Je vais y aller par un paquet de chemins jusqu'à ce que je trouve le chemin où la personne va me dire ouais, ça n'a pas d'allure ce que je viens de te dire. Hein? Quand j'ai le ouais, ça n'a pas d'allure, là, je le sais que je l'ai touché. Mais tant que l'autre est dans le contre-argument, oui, mais c'est pas de sa faute, oui, mais c'est moi que, oui, mais, hey boy, on est en gestion de crise, là. Puis, dans le livre, vous allez voir, il y a des principes. Je pense qu'il y a à peu près une soixantaine de principes. Il y en a 60. Il y a aussi le saviez-vous. Donc, c'est des petites choses pour aller plus loin que du chapitre. Puis, j'attire votre attention sur ceci. À chaque fois, parce que ce que tu n'as pas dit au début, ça provient des arts martiaux, mais tu fais du karaté. Puis, tu es quand même à un assez haut niveau, là. Oui. Oui, je suis 4e dan de karaté Shotokan. Ouais, puis, comment t'as appris le japonais? Comment c'est. En fait, quand j'ai fait 2 autres styles de karaté avant le Shotokan, mais quand j'ai commencé le Shotokan, le directeur technique de la fédération, c'est un Japonais. Et Sensei Katsumata, c'est un homme qui ne parlait pas bien français à l'époque, donc il baragouinait un anglais avec du japonais. Mais les techniques que l'on apprend en Shotokan, les mots sont en japonais. Donc, on ne dit pas un coup de pied de côté fouetté. On va dire un yokogeri keage. Donc, inévitablement, on apprenait les mots en japonais. Et on a au karaté ce que l'on appelle le dojokun, les 5 règles fondamentales du karaté Shotokan, qui deviennent inévitablement une philosophie de vie. Parce que, évidemment, c'est des règles qu'on va se répéter, c'est des règles que l'on peut utiliser comme mantra. Et inévitablement, pour les Japonais, eux, ils considèrent que le karaté est en toute chose. Et pour Sensei Katsumata, quand on marche dans la rue, on est en train de faire du karaté. Parce que l'hiver s'en vient. Quand on glisse un peu sur la glace, par exemple, inévitablement, les karatékas ceinture noire, on entend Sensei Katsumata qui dit « squeeze » pour nous dire justement de contracter les muscles à l'intérieur des cuisses, contracter les muscles de la gaine abdominale, justement pour être capable de retenir la position et éviter la chute. Et donc, on retrouve du karaté en tout. C'est inévitable. Dès qu'on commence un karaté, on se met à faire des saluts comme on fait au dojo, mais on arrive dans un gymnase, on fait un salut. Les gens nous posent une question, on répond, on se met à adopter des comportements de karatéka parce que ce n'est pas seulement un sport, c'est un art martial, mais c'est une philosophie de vie dans laquelle on apprend à assumer pleinement qui on est, à bâtir notre confiance en nous et à agir de la façon la plus authentique possible avec l'autre. Alors, encore une fois, l'authenticité revenait parce qu'en Shotokan, c'est extrêmement important. On doit être respectueux envers l'autre et ça implique aussi d'être respectueux envers soi. C'est d'ailleurs une des 5 règles du karaté Shotokan. Oui, puis si tu me permets, on va prendre directement des questions tout de suite parce que ça fait beaucoup réagir. Là, il y a Stéphanie Ledoux qui dit « Voici ma question. Est-ce qu'un employeur peut jouer de la sorte également avec les émotions ou séduire autrui dans l'optique de quelque chose? » En fait, tout le monde le fait. Il faut comprendre que tout le monde va, à un moment ou à un autre, avoir des comportements manipulateurs. Quand on est avec notre conjoint et qu'on est en train de déterminer à quel restaurant on va souper, on a des préférences, le conjoint a des préférences, les deux vont jouer un jeu de manipulation. L'idée, c'est d'apprendre à dire, est-ce que je suis à l'aise avec le besoin de l'autre? Moi, mon besoin pour vrai, c'est quoi? Et donc, on va commencer à avoir un échange plus authentique quand on a plus de maturité. Mais ça demande du travail sur soi. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a tous des comportements manipulateurs et on va tous avoir des mensonges plusieurs fois dans une journée.
plus on travaille sur soi, plus on arrive à être authentique. Évidemment, l'employeur qui veut avoir un bon candidat va chercher à faire ressortir les bons côtés de son entreprise. Puis en même temps, souvent, il y a des employeurs qui ne connaissent pas certains comportements de leurs employés, qui ne connaissent pas certains comportements de l'équipe. Et il y a aussi des employeurs qui eux-mêmes ont à travailler sur eux et qui ne sont pas conscients de leur mécanisme de défense, de leur zone d'ombre. Nos propres zones d'ombre, souvent, généralement, en fait, on ne les voit pas. C'est l'entourage qui les voit. L'entourage peut nous dire dans une mauvaise journée comment on se comporte. Mais nous, généralement, on a de la misère à le voir, sauf si, évidemment, on a travaillé avec un coach qui est spécialisé là-dedans. Donc, c'est sûr qu'un employeur peut utiliser des techniques de séduction comme n'importe qui. Fait qu'inévitablement, que ce soit pour négocier pour l'achat d'une maison, négocier pour l'achat d'un véhicule, négocier pour l'achat d'un vêtement, que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec les enfants qui n'écoutent pas, puis qu'on commence à leur dire, si tu ne le fais pas, il va y avoir une conséquence, puis qu'on applique plus ou moins la conséquence. C'est un jeu de manipulation. Sois gentil avec maman, maman est fatiguée, fais ça si t'aimes maman. C'est un petit jeu de manipulation, ça aussi. Donc, il y a plein de fois où on va utiliser justement des comportements manipulateurs parce qu'on manque d'outils pour le faire autrement. Parce qu'on a appris à le faire de cette façon-là. Parce que nos parents nous ont appris ça. Évidemment, l'employeur, lui aussi, il y a eu des parents qui lui ont appris des mauvais comportements. Et c'est des choses qui sont à changer. Puis pour aller plus loin dans ce que tu viens de nous dire, Stéphanie Leduc demande aussi quel comportement devrait nous mettre la puce à l'oreille dans le cadre professionnel. En fait, à la base, il faut être au clair avec c'est quoi vos valeurs à vous. Puis, est-ce que vous avez vraiment fait vos devoirs pour vérifier si cette entreprise-là a vraiment ces valeurs-là? Et les valeurs, on les évalue en fonction des comportements. Je vous donne un exemple. Si moi, j'ai une valeur d'authenticité, ça veut dire que même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je suis capable de l'exprimer avec sérénité. Même si l'autre est en position d'autorité, je suis capable de dire non et de mettre des limites en toute sérénité. Si j'ai peur de la réaction de l'autre puis j'ose pas m'exprimer, je ne suis pas authentique. Donc, je ne suis pas cohérente avec mes valeurs. Donc, l'employeur, évidemment, il faut lui poser des questions, mais il faut vérifier, il faut lui demander comment ces valeurs-là se traduisent dans le comportement des gens qui mènent l'entreprise. C'est ça qui va devenir intéressant. Puis évidemment, l'idée, c'est de prendre le temps de poser des questions, mais des questions sur ce que nous, on recherche exactement. Si, par exemple, vous dites, bien, pour moi, ce qui est important, c'est de me développer. Comment vous voyez ça? Ah, pour nous aussi, c'est important. Parfait. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour favoriser le développement de vos employés? Un employeur qui ne fait pas grand-chose, il va bafouiller, puis il ne saura pas quoi dire. Un employeur qui fait vraiment quelque chose, il va vous dire, l'année passée, on a embauché tel formateur, on a donné tel genre de formation, on a mis en place tel type de coaching, on a fait tel genre d'activité d'entraînement. Il va être capable de vous dire concrètement ce qu'il a fait. Ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Vous posez des questions. Quand il arrive un conflit, qu'est-ce que vous faites? Comment vous le gérez? Moi, l'employeur qui me dit, ben là, je fais rentrer les deux personnes dans mon bureau, puis il faut qu'ils s'expliquent. Oh boy! Là, on a un problème. L'employeur qui dit, ben là, je vais parler à un, puis après ça, je vais dire à l'autre ce qu'il faut qu'il fasse. On a un problème. Parce qu'il s'est positionné dans un rôle de sauveur. Il a identifié une victime, il a identifié un bourreau. Donc, comment se comporte l'employeur? Mais pour ça, il faut que je pose des questions concrètes pour être en mesure d'avoir une réponse qui est la plus proche possible de la réalité. Puis, il y a Lolita Leblanc qui demande, ça c'était pour revenir au premier livre, Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Dans votre pratique, avez-vous quand même déjà croisé des gens difficiles à déchiffrer? En fait, il faut savoir qu'en partant, selon la culture, il y a des gens qui sont plus difficiles. Je vous donne un exemple. Si vous essayez d'aller au Japon, dans le métro, à l'heure de pointe, vous allez remarquer qu'il y a des officiers qui vous poussent avec des bâtons pour vous faire rentrer dans le métro parce qu'il n'y a pas de place. Fait qu'évidemment, imaginez-vous dans le métro, coincé comme une sardine, à avoir une conversation avec un collègue, on s'entend que vos bras, ils bougeront pas. Donc, il n'y a pas d'espace pour vous permettre de gesticuler parce qu'il y a trop de gens dans un petit espace.
Inévitablement, ça fait que les Japonais, quand ils parlent, ils gesticulent pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de signes. Puis en plus, pour les Japonais, démontrer son émotion, c'est pas très bien vu. C'est comme si on dérangeait les autres avec nos émotions. Donc, dans la culture japonaise, on doit au contraire faire preuve de retenue. C'est comme ça dans d'autres cultures aussi, puis inversement, pensez à des Italiens. Les Italiens, ça parle, ça gesticule, ça grouille, parce que c'est dans leur culture. Fait qu'évidemment, quand les Québécois, on regarde des vidéos d'Italiens, c'est très drôle. On voit plein d'éléments. Quand on regarde des vidéos de Japonais, de Suisses, de Chinois, on s'arrache les cheveux parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc, un Italien qui parle, mais le mouvement de tête, il est bien évident. Le Québécois, c'est assez évident. Le Japonais, c'est exactement le même mouvement, mais l'amplitude n'est pas la même. Puis évidemment, vous allez avoir des gens qui, dans le caractère, dans une même population, vont avoir des tendances plus extraverties, qui vont gesticuler davantage, et vous avez des gens davantage introvertis qui vont gesticuler beaucoup moins. Donc, évidemment, c'est pour ça que quand on commence à observer, on doit se bâtir une base de données, une référence. La personne en temps normal, est-ce qu'elle marche du talon ou elle se dandine? La personne en temps normal, est-ce qu'elle gesticule beaucoup ou pas du tout? La personne, est-ce qu'elle a une voix qui porte ou au contraire une voix qu'on a de la misère à entendre? Donc, on l'observe plusieurs fois dans des moments qui ne sont pas menaçants, qui ne sont pas dérangeants, qui ne sont pas stressants, pour bâtir dans notre tête un cadre de référence. Et après ça, on va avoir plus de données pour être en mesure d'évaluer si vraiment il y a un malaise ou pas, s'il y a un mensonge, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut se bâtir une base de référence. Tu parlais d'italien, puis moi, je suis belge et italien, donc imagine comment je parle avec mes mains. Oui, c'est ça. Là, il y a Maryse Fortin qui me demande de redire le nom du livre, C'est Relations sous emprise, le deuxième qu'on a parlé, et elle avait justement une question, c'est est-ce que ça dépend de notre passé? Pour les relations toxiques? Oui, pour les relations toxiques. Généralement, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre passé. Il faut regarder évidemment quelles sont les blessures que l'on porte. Est-ce qu'on a appris à s'affirmer? Est-ce qu'on a appris à bâtir, non pas tant la confiance en soi, mais l'amour de soi? Parce que souvent, les gens confondent, ils disent « Oh, moi, je manque de confiance ». La confiance, c'est la capacité à faire quelque chose. Moi, je suis convaincue que si je m'entraîne, si je travaille fort, je vais y arriver. Ça, c'est de la confiance. Maintenant, quelle est la valeur que vous vous accordez? Ça, c'est de l'estime. Et l'estime de soi se bâtit par l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et le premier que j'ai nommé, c'est l'amour de soi. À quel point vous vous acceptez avec vos qualités et vos défauts. À quel point vous assumez vos erreurs. Assumer une erreur, ça veut dire être capable de regarder l'autre dans les yeux et de reconnaître l'erreur que l'on a fait, de reconnaître que ça a pu déclencher chez l'autre une émotion négative, de reconnaître les conséquences de notre erreur, de s'excuser et d'assumer que l'autre peut accepter ou refuser nos excuses et que ça lui appartient et qu'il en a parfaitement le droit. Est-ce que vous êtes capable d'assumer toutes les fois où vous-même vous avez été injuste? Toutes les fois où vous avez menti, toutes les fois où vous avez fait du chantage affectif, est-ce que vous avez travaillé sur vous là-dessus? Est-ce que vous vous aimez pleinement malgré ça? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Parce que si vous ne vous entraînez pas, vous maltraitez votre corps. Si vous mangez mal, vous maltraitez votre corps. Si vous prenez trop d'alcool, vous maltraitez votre corps. Si c'est le cas, ça veut dire que l'amour de soi est à développer. Et quand l'amour de soi n'est pas développé, n'est pas consolidé, c'est le facteur d'attraction numéro 1 pour un manipulateur ou une manipulatrice. Puis j'espère que Marie, ça a la réponse qu'elle attendait. Puis Stéphanie Leduc a dit ouf avec ce que tu viens de raconter. Puis le troisième livre, c'est Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance. Écoute, ce livre est aussi puissant que les deux autres. On se reconnaît dans tes livres. Ça, c'est essentiel parce qu'on met des noms
On met des visages, on se souvient de comportements et tout ça. Puis, tu parles des blessures de l'être. Oui. Puis, on parle ici de trahison, humiliation, d'injustice et tout ça, ce qu'on a connu à un moment donné ou l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée de ce livre, pourquoi tu l'as écrit, puis comment ça nous aide justement? En fait, j'ai écrit ce livre-là suite à ma formation avec l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Parce qu'à un moment donné, avant la pandémie, je me suis retrouvée avec des clients qui avaient des problématiques, mais vraiment, vraiment tordues. Dans des relations toxiques vraiment pénibles dont les clients avaient de la misère à sortir et des blessures énormes pour lesquelles les outils de coaching habituels ne fonctionnaient pas. Et je m'arrachais les cheveux. Et comme je m'arrachais les cheveux, mes propres zones d'ombre ressortaient parce que je me sentais incompétente. Et c'est ce qui a fait que je suis allée faire la formation de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Et plein d'autres formations par la suite. Je suis praticienne en hypnose et plein d'autres choses. Et là, je me suis mis vraiment à creuser. Et moi, on me donnait un outil, on me l'expliquait. Le lendemain, je le testais. C'était automatique. Et là, j'ai été confrontée à plein de comportements saboteurs, plein d'identités saboteuses chez mes clients et chez moi. Et là, je suis allée faire une autre formation qui est un master coach en neurosciences motivationnelles. Et c'est 15 semaines de formation à travailler sur nos zones d'ombre, à travailler sur nos comportements saboteurs, à travailler sur les voix négatives dans notre tête, à travailler sur les jugements que l'on porte sur les autres, à travailler toutes les fois où on se tape sur la tête, à travailler sur l'incapacité à accepter un compliment, à travailler sur la procrastination, le fait d'abandonner nos rêves, nos objectifs, à travailler sur à quel moment on tombe malade à répétition. 15 semaines de nettoyage en profondeur. Une formation tellement difficile que 80% des gens ont abandonné avant la fin, tellement ça demandait un travail d'introspection en profondeur. Mais cette formation-là, elle m'a transformée. Il y avait un avant, puis il y a eu un après. Et quand moi, j'ai fait la formation de l'Institut des neurosciences et le MNM, le Master Coach neuromotivationnel, dans la même période, mon conjoint vivait un burn-out. Et à ce moment-là, il était pris en charge par un médecin et une psychologue et son état a empiré. Et là, je me suis dit, je ne peux pas laisser faire ça. C'est le président d'une entreprise en plus. Fait que quand le président ne va pas bien, l'entreprise ne peut pas bien aller. Puis évidemment, comme il n'allait pas bien, il n'était pas en mesure de voir qu'est-ce qui pouvait changer. C'est lui-même qui ne va pas bien. Et dans un cas de burn-out, c'est le cerveau qui ne fonctionne pas de la bonne façon. Donc, c'est difficile de dire, bien là, je vais analyser la situation puis je vais apporter une solution. Donc, je l'ai guidé pour être en mesure de donner vraiment toutes les informations pertinentes au médecin pour que le médecin puisse évaluer par lui-même que la médication, elle n'était pas adaptée. Et le médecin a très bien compris où je voulais en venir et il a enlevé les autres médicaments pour remplacer par un somnifère. Parce que quand on ne dort pas, le cerveau se dérègle. Il a arrêté le travail avec sa psychologue parce que sa psychologue elle-même n'allait pas bien. Comme elle n'allait pas bien, elle contaminait ses clients. Et je me suis mis à appliquer sur lui les outils que j'apprenais à l'Institut des neurosciences appliquées. Et j'ai vu la transformation majeure s'opérer. Et mon conjoint me faisait assez confiance pour savoir que j'allais l'aider sans en profiter pour passer des messages, pour jouer un peu dans sa tête, pour implanter des affaires. Il savait que j'allais vraiment l'accueillir, l'aider, l'accompagner, mais avec bienveillance et respect. Et il m'a fait assez confiance pour me dire, je prends ma tête, puis je te la donne, puis aide-moi. Et je faisais exprès, j'intervenais et je lui expliquais ce que j'étais en train de faire pour qu'il comprenne exactement où est-ce qu'on s'en allait. Et au bout de 3 mois, il est retourné dans son entreprise et il a changé de façon magistrale. Il s'est mis à apprendre comment arrêter les pensées négatives, arrêter les scénarios catastrophes qui ne servent pas du tout à se préparer à un drame. Ça ne fait que gâcher l'instant présent. Il s'est mis à prendre conscience des identités saboteuses dans sa tête et il s'est mis à accueillir ses émotions,
à exprimer ses besoins de la bonne façon. Exprimer une colère, ça ne veut pas dire de hurler après l'autre. Ça, ce n'est pas de la colère, c'est de l'agressivité. Exprimer sa colère, c'est l'exprimer sur le ton sur lequel je suis en train de vous parler en ce moment. Parce qu'exprimer sa colère, ça veut dire que je l'accueille d'abord en moi. Je la gère d'abord en moi pour ne pas la vomir sur l'autre. Et là, en faisant tout ça, en voyant tout ce que ça apportait à mon conjoint, en voyant tout ce que ça m'avait apporté à moi, en voyant tout ce que ça apportait à mes enfants, je me suis mis évidemment à l'utiliser beaucoup plus avec mes clients. Et là, j'ai vu des transformations majeures. Et là, je me suis dit, là, il faut que je partage ça. Il y a trop de gens qui en ont besoin. Puis évidemment, la pandémie est venue déclencher énormément de détresse, d'anxiété, de colère, d'agressivité, de peine. Énormément de blessures du passé ont été exacerbées et je voulais pouvoir contribuer avec le plus de gens possible. Puis, moi, j'aurais aimé avoir ces 3 livres il y a à peu près 2 ans dans ma vie parce que ça m'aurait beaucoup aidé. Et je les découvre par après, mais c'est très, très enrichissant. Moi, je me suis reconnu là-dedans dans les 3 livres. Puis, encore une fois, j'ai mis des noms, j'ai vu des situations. Puis, justement, dans le livre, il y a un exercice où ce qu'on peut choisir ses valeurs au nombre de 25. Oui. Ils sont là. Puis, donc, c'est après, on prend un cahier, si j'ai bien compris. Oui. Puis après, on fait un classement. C'est bien ça? Oui. Oui, en fait, on va sélectionner dans la tonne de mots que je vous ai mis 25 valeurs qui nous interpellent le plus. Quand on lit le mot, là, est-ce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur? Ensuite, dans ces 25-là, on doit se demander, la valeur numéro 1 que j'ai écrite, est-ce qu'elle est plus importante ou moins importante que la deuxième? Et là, on va faire un classement, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 7 à 10 valeurs à la fin. Et l'idée, c'est de regarder comment ces valeurs-là s'inscrivent dans notre vraie vie. Si vous avez la valeur de liberté, bien, la valeur de liberté, là, la liberté, c'est pas la liberté de faire ce que l'on veut. Ça, c'est autre chose. La liberté, ça veut dire d'être capable d'assumer pleinement les conséquences et d'assumer pleinement nos responsabilités. Donc, si je fais un choix, je dois être en mesure aussi d'assumer pleinement les conséquences de ce choix-là. C'est ça, la liberté. Et donc, je regarde concrètement dans ma vie, c'est quoi les comportements que j'ai envers cette valeur-là. Si moi, comme je vous le disais tantôt, j'ai la valeur d'authenticité, mais que je ne suis pas capable de m'affirmer en situation de conflit, ou je le fais, mais de façon tout croche, puis je vomis mes émotions dans la face de l'autre, je ne suis pas authentique, je suis agressive. Ce n'est pas la même chose. Donc, concrètement, comment je vis mes valeurs, comment je les expérimente. Et maintenant, si je veux atteindre d'autres objectifs dans ma vie, est-ce qu'il y aurait des valeurs que j'aurais intérêt à prioriser dans ma vie? Moi, le jour où je me suis dit, je veux vraiment vendre davantage mes formations en ligne, je veux donner plus de conférences, il a fallu que je prenne la valeur audace puis je la fasse remonter dans ma liste de priorités. Puis il y a des valeurs qui deviennent à ce moment-là moins importantes. Cet exercice-là, je l'ai pris au départ dans un livre d'Anthony Robbins, puis je l'ai modifié à la sauce neurosciences, évidemment. Anthony Robbins racontait que lui, au départ, ses valeurs premières, c'était le succès, la réussite, l'argent. Il y avait énormément de succès, de réussite et d'argent. Le problème, c'est qu'il donnait tellement de conférences dans une année partout à travers le monde qu'il était toujours dans les avions, puis dans les hôtels, puis dans les restaurants. Fait qu'il mangeait tout croche, il ne s'entraînait pas, il engraissait, il n'était pas en forme, il tombait tout le temps malade, puis il était tout seul. Alors, à quoi ça sert d'avoir du succès, de la réussite et de l'argent si tu es tout seul et malade? Fait qu'il a revu ses priorités parce que finalement, ce qu'il voulait, c'était avoir une relation de couple extraordinaire, avoir du succès, puis être en santé. Parce que si tu n'es pas en santé, tu n'es plus capable de donner des conférences un peu partout. Alors, il a placé les valeurs santé, amour et bonheur dans les 3 premières. Après ça, le succès, la réussite et l'argent étaient là quand même. Mais amour, santé, bonheur, c'était dans les 3 premières. Ce qui fait qu'il s'est mis à développer des formations en ligne pour être plus souvent à la maison. Il s'est mis à avoir une routine d'entraînement qu'il peut faire aussi quand il va à l'hôtel, parce que la valeur santé était devenue prioritaire. Donc, l'idée, c'est de regarder avec les objectifs qu'on veut atteindre, quelles sont les valeurs qu'on devrait davantage mettre de l'avant et concrètement, comment on va vivre ces valeurs-là.
Voilà. Il y a une question de Maryse Fortin qui demande, est-ce qu'on peut les commander directement auprès de toi, les livres? Oui. Oui, vous pouvez les commander directement sur mon site Internet. Puis, évidemment, vous pouvez les commander aussi sur le site de mon éditeur, Béliveau Éditeur. Vous pouvez les commander dans la librairie de votre choix. Le libraire peut à ce moment-là le faire venir pour vous s'il ne l'a plus sur les tablettes. Généralement, si vous fouillez en ligne, vous allez le trouver aussi un peu partout. Puis, il y a une belle promotion pour le Black Friday. Oui. Donc, on peut aller sur bellivoéditeur.com, si ma mémoire est Exactement. bonne. Puis, vous allez avoir une belle promotion pour le Black Friday. Puis, vous allez voir des faces sur le Facebook que vous connaissez. On a joué avec les livres et tout ça. Donc, allez voir vraiment la page Facebook. Puis, j'ai encore quelques questions pour toi. Est-ce que l'impact de nos croyances sur la perception que l'on a de la vie, on va dire la motivation et de nos sentiments de bien-être et tout ça, comment qu'on réagit face à ça? Est-ce qu'il y a En des fait, choses... ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau est un peu particulier. Souvent, on va se donner des objectifs où on prend une résolution. Un objectif ou une résolution, c'est dans notre cortical gauche, le cerveau du raisonnement, de l'organisation du discours et de la pensée. Le problème, c'est que le reste du cerveau, lui, il n'a pas été concerté. Or, quand on a vécu des épreuves, puis on s'entend qu'on en a tous vécu. Si vous avez vécu une épreuve plus jeune, bien cette épreuve-là, un commentaire plate d'un professeur, une dispute difficile ou douloureuse avec quelqu'un, un parent qui a été inadéquat puis qui a eu des paroles violentes ou des gestes violents, un collègue de classe qui a été intimidateur. Donc, si vous avez vécu quelque chose de difficile, cet événement difficile-là, il a généré des pensées négatives. Il a généré des émotions inconfortables et il a généré des comportements saboteurs. Fuir, s'apitoyer, s'auto-juger, s'auto-critiquer, chialer contre l'autre, procrastiner. Donc, il y a des comportements saboteurs qui se sont associés à cet événement-là. Et quand on repense à cet événement-là, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, le lendemain, pour le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le fait de repenser à un événement, on le revit dans notre corps, on le revit dans notre tête, et donc notre corps sécrète à nouveau les hormones de stress qu'il avait sécrétées quand l'événement était arrivé. Donc, 1 heure après l'événement, on y repense, on resécrète les hormones de stress. Le soir, on y repense avant de se coucher, on resécrète les hormones de stress. On en parle à un ami, on resécrète les hormones de stress. On en parle à un membre de notre famille, on resécrète les hormones de stress. Donc, à chaque fois qu'on y repense, à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois que le souvenir remonte, inévitablement, on crée dans notre corps et dans notre tête une soupe chimique de stress épouvantable. Mais en plus, ce que ça fait, c'est que la première fois que l'événement est arrivé, il s'est créé un apprentissage dans notre cerveau. Tel événement, telle pensée, telle émotion, tel comportement. Et donc, pour lui, il fait une association. Quand tel genre d'événement arrive, on a telle pensée, on a telle émotion, on a tel comportement. On y repense, bien, c'est pas compliqué. Le cerveau, il dit, on a un apprentissage, on crée ce que l'on appelle un chemin neuronal. Il fait des liens entre des neurones. Je repense à l'événement, il repasse par le même chemin. Je raconte l'événement, il repasse par le même chemin. Je rumine l'événement dans ma tête, il repasse par le même chemin. Ce qui fait que le chemin neuronal qui s'était créé au début, qui était vraiment fragile, il se consolide. Fait que pour utiliser une expression bien québécoise, c'est comme si on faisait un chemin dans une forêt. Au début, ça a l'air d'une traîne à vache. C'est minuscule, on a de la misère à passer. Mais si on passe souvent, ben la traîne à vache s'élargit. Ça devient un chemin, ça devient une route, ça devient un boulevard, ça devient une autoroute, ça devient une autoroute à 4 voies. Parce qu'à chaque fois qu'on y repense, à chaque fois qu'on en reparle, on élargit le chemin neuronal, on le consolide, on le nourrit. Donc, on l'implémente encore plus. Alors, inévitablement, après un certain temps, le cerveau préfère donner la priorité à une croyance limitante qu'à un objectif. Parce que la croyance limitante qui s'est consolidée, qui s'est bien implantée dans notre cerveau, elle s'est implantée pas dans le cortical gauche où on a mis notre objectif,
Elle s'est implantée en arrière dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien a 400 millions d'années. Il est rodé. Il est puissant. Pour vous donner un comparable, votre petit cortical gauche, là, c'est la grosseur d'un Playmobil. Puis votre cerveau inconscient en arrière, c'est l'équivalent du mont Everest. Fait que quand vous vous dites, moi, je détermine un objectif, je prends une bonne résolution, je veux m'en sortir, vous travaillez avec le bonhomme Playmobil. Ça ne fonctionnera pas. Parce que le cortical droit, le limbique, le reptilien vont se liguer et ils sont des tonnes de milliers de fois plus puissants que le cortical gauche. Fait que les croyances limitantes que l'on a, qui sont dans notre inconscient, les peurs que l'on a, qui sont dans notre inconscient, le discours négatif qu'on a dans notre tête, qui est dans l'inconscient, tout ça, ça ne se travaille pas en se donnant un objectif SMART ou en se répétant devant le miroir qu'on se trouve bon, qu'on se trouve belle puis qu'on est capable. Ça ne marchera pas. Parce que, encore une fois, on ne travaille à ce moment-là qu'avec le cortical gauche et non pas avec le reste. C'est la même chose quand on veut faire un régime. On prend la résolution, c'est le cortical gauche. Mais le reste du cerveau n'est pas impliqué, il n'est pas d'accord. Parce que quand vous allez remplacer les frites par une salade, bien, la première journée, le reptilien, il va dire « Oups, il y a moins de calories que d'habitude. » Ça n'a pas le même goût, une salade, hein? Moi, je veux le sel et vinaigre. Moi, j'aime pas ça, il y a moins de calories. Ça menace ma survie. C'est quoi ce niaisage-là? Et là, le reptilien va se mettre à parler au limbique. « Hey, le limbique, t'aimes ça, salade, toi? » Puis là, le limbique, lui, il est responsable de ce qu'on aime puis de ce qu'on n'aime pas. Là, le limbique va dire « Hey, franchement, les frites, c'est pas mal meilleur. » Et là, bien évidemment, ces deux-là vont se liguer ensemble. La deuxième journée, quand on mange la salade, là, le reptilien, il n'aime pas ça du tout. Là. On a beaucoup moins de calories que d'habitude. C'est pas normal. C'est vraiment menaçant pour sa survie. Fait qu'il va encore liguer le limbique. « Hey, le limbique, t'aimes ça? » Non. Et là, le limbique va dire au cortical droit, « Hey, toi, tu te vois-tu manger de la salade pour le reste de ta vie de même? » Ah non, il parle-moi pas de ça. Je me vois manger des frites. Ben non. Et là, vous allez regarder une émission, puis tout d'un coup, il me semble que j'aurais envie de sucrer ou de salé. Tu sais, il me semble qu'un sac de chips ou de la crème glacée à Gendaz, il me semble que ça serait bon. Puis là, votre conjoint ou votre conjointe va dire, « Tu n'étais pas au régime, toi? » Ah non, mais m'en prendre juste une poignée, là, ou juste une cuillerée. Les cerveaux reptiliens, limbiques et cortical droit, eux autres, ils vous attendent dans le détour. Parce que quand vous allez prendre la cuillerée de crème glacée ou la petite poignée de chips, le reptilien va dire au limbique puis au cortical droit, quand il va mettre ça dans sa bouche, là, envoie-y un orgasme culinaire. Et là, vous allez prendre une deuxième cuillerée puis une deuxième poignée. Et à partir de là, le reptilien, le limbique puis le cortical droit, ils ont gagné. C'est inévident. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas été harmonisés avec l'objectif. Mais est-ce qu'on peut modifier le cerveau par la neuroplasticité? Oui, en fait, les neurosciences ont démontré que notre cerveau se modifie continuellement. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais enfant et adolescente, on nous disait, ben, tu sais, une fois que le cerveau il est formé, là, il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai! C'est pas vrai. Dès qu'on fait de nouveaux apprentissages, le cerveau se modifie. Quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, il se crée des nouveaux chemins neuronaux. Quand on utilise les bons outils, on peut créer des nouveaux chemins neuronaux. Et il existe aujourd'hui des outils qui permettent de défaire des croyances limitantes, de nous libérer de certaines peurs, de nous libérer même de la charge émotionnelle qui est accrochée à un souvenir douloureux. Et à ce moment-là, quand on libère l'inconscient de ça, on peut implanter ce que l'on veut quand on sait quels sont les outils à utiliser. Puis, on est le 23 novembre. Dans un mois, une semaine, on est la nouvelle année. Nouvelle année, on parle de résolution, d'objectifs. Et souvent, le 5 janvier, ça tombe à l'eau. Oui. Pourquoi? Pourquoi ça tombe à l'eau? Justement parce qu'on n'a pas harmonisé les 3 autres sections du cerveau. L'idée, quand on détermine un objectif, c'est qu'il faut justement harmoniser les 4 cerveaux. Donc, je détermine un objectif, puis l'objectif, il doit être clair et il faut faire très attention d'éviter toutes les négations. Je veux plus faire telle affaire. Le cerveau, lui, la négation, ça n'existe pas, il ne retient que les mots-clés. Donc, arrêtez de dire ce que vous voulez plus, puis commencez par dire ce que vous voulez concrètement. Et un objectif détermine un résultat. J'ai souvent des clients qui me disent « Ah, mais moi, je veux retrouver un emploi. » Retrouver.
Et là, le cerveau va se mettre à dire, il veut retrouver. Donc, on va s'arranger pour qu'il perde souvent son emploi, pour qu'il puisse retrouver souvent. C'est ça son objectif. Je veux faire des rénovations. Hey, watch bien. On va s'arranger pour qu'il y ait plein d'affaires qui brisent dans la maison. Il va faire des rénovations à s'en écœurer. L'objectif aurait dû être précisé. Je veux rencontrer la bonne personne. Ben oui, vous pouvez la rencontrer, puis 2 jours après, elle part. Ça ne devrait pas être ça, l'objectif. L'objectif, c'est de vivre une relation extraordinaire, aimante, aimée, respectueuse, complice, harmonieuse, dans laquelle je suis vraiment à l'aise. Est-ce que vous vivez avec ce conjoint-là? Est-ce qu'il a des enfants? Il faut clarifier cet objectif-là. Et à partir du moment où on le clarifie, on se visualise une fois l'objectif atteint. En karaté, on dit que quand on apprend une chorégraphie que l'on appelle un kata, je dois être capable de m'imaginer dans la tête en train d'exécuter le kata sans erreur, de la façon parfaite. Si mon cerveau peut me voir en train de le faire, il peut à ce moment-là l'intégrer. Et donc, si moi, mon objectif, c'est de vivre une relation extraordinaire dans la durée, une relation respectueuse, complice, blablabla, je dois m'imaginer dans cette relation-là. Je dois le visualiser et pas le visualiser comme quelque chose qui se passe devant moi. Je dois l'imaginer en moi. Et là, ça permet au cortical droit de s'impliquer. Et là, je vais y mettre toute l'émotion positive. Qu'est-ce que je vais ressentir dans cette relation-là? Là, je viens d'impliquer le limbique. Et je vais faire cette visualisation-là, ressentie tous les jours, pendant 90 jours, pas 21. C'est pas vrai qu'on remodule notre cerveau en 21 jours, c'est 90 jours. Puis dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à 254 jours, dépendamment de comment sont vos chemins neuronaux. Et quand on visualise en fonction des images que l'on voit, des sons que l'on entend, des odeurs que l'on sent, des goûts que l'on a. Quelles sont les sensations sur mon corps? Et on visualise avec l'émotion. À ce moment-là, quand on fait une visualisation avec une image claire, saine, avec un ressenti physique, avec l'émotion, qu'on le fait avec répétition, là, on crée un nouveau chemin neuronal et là, notre inconscient va chercher à atteindre ces objectifs-là. Et quand on a des croyances limitantes fortes, c'est là où on va aller rajouter des exercices comme de l'EFT, comme de la cohérence cardiaque avec un souvenir agréable, comme de l'hypnose et comme plein d'autres outils de coaching qui permettent une neuroplasticité. Quand on fait, par exemple, de la neuroponcture, qui est une version améliorée de l'EFT, bien, les neurones qui avaient l'habitude de s'envoyer les mêmes messages de croyances limitantes, des neurones, ça ne se touche pas. Hein. Une neurone, là, ça va vaporiser un jet de neurotransmetteur, l'autre va le capter, et là, l'influx nerveux va transiter jusqu'au prochain embranchement. Quand on fait de la neuroponcture, physiquement, là, quand on regarde sur imagerie médicale, là, physiquement, ce qui se passe, c'est que les neurones se désenlignent. Fait qu'elle, elle peut bien encore vaporiser des neurotransmetteurs qui sont en lien avec l'émotion négative. Elle ne peut plus les attraper. Et après, on va implanter une phrase que le client a choisie pour créer un nouveau chemin neuronal qui va à ce moment-là consolider une croyance ressource. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais évidemment, si vous demandez à un athlète, il va vous dire qu'il ne peut pas se rendre aux Olympiques tout seul, il a besoin d'un coach qui va le guider. Un coach qui a déjà marché le chemin. Un coach qui a traversé cet enfer-là, qui s'en est sorti et qui a des outils prouvés, démontrés, éprouvés par la science et qui va savoir comment vous aider concrètement. Et là, on peut à ce moment-là complètement modifier le cerveau. Puis je le fais avec tous mes clients. Donc, je sais que ça se fait. Il faut simplement se donner le temps à investir en soi pour travailler sur soi, puis accepter d'abandonner nos identités saboteuses. Parce que nos identités saboteuses, ils ont une utilité. Le temps que je me plains sur une situation, j'ai de l'attention des autres. Les autres me réconfortent. Les autres me flattent un peu. Les autres viennent m'aider. Les autres, donc, me donnent une attention. Donc, le fait de me plaindre a un bénéfice. J'ai de l'attention et du réconfort. Mais si je veux avancer, il faut que j'arrête de me plaindre.
faut que j'assume mes responsabilités, faut que je me reprenne en charge. Ça demande des efforts, ça demande de mettre de côté l'identité saboteuse et vraiment d'assumer la responsabilité de ma vie pour devenir créatrice de ce que je veux vraiment dans ma vie. Fait que oui, ça se fait. La dernière question avant de mettre fin à ce live, c'est Lolita Leblanc qui demande dans tous vos livres lequel a demandé le plus de travail et lequel a été le plus amusant et lequel a demandé le plus d'introspection. C'est le dernier. Dans tous les cas, c'est le dernier. Le livre Je lis en vous m'avait demandé du travail, mais pas autant d'introspection. Puis Je lis en vous, ça me demandait d'être très technique pour m'assurer de vraiment bien expliquer, bien comprendre, bien choisir la bonne photo. C'était plus technique. Dans Libérez-vous de votre passé, pour vraiment connecter avec mes lecteurs, il fallait que j'aille fouiller en moi, que je trouve les bons mots, ce qui résonnait le plus, d'aller vraiment creuser chez mes clients quels étaient les termes qui pouvaient les aider le plus, les outils qui étaient les plus efficaces. J'ai testé tous les outils sur moi en premier, sur un paquet de clients, pour vraiment être en mesure de ne sélectionner que ceux qui sont le plus efficaces. Fait que ce livre-là m'a demandé beaucoup, mais ça a été très, très agréable à faire, mais un travail là, à m'arracher les cheveux, à me demander comment je vais l'expliquer. Je ne serai pas avec eux, je ne pourrai pas clarifier. Il faut que je trouve les mots qui vont permettre au lecteur de vraiment saisir comment fonctionne son cerveau, comment il peut le remodeler. Fait que, évidemment, ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Est-ce que tu vas être en conférence bientôt à quelque part au Québec? Est-ce qu'on va pouvoir te faire signer des livres? Je sais qu'il y a le Salon du livre de Montréal. Est-ce que tu vas être là? Est-ce que les prochains cette année, j'ai demandé d'y aller en tant que simple visiteuse parce qu'évidemment, parce qu'en fin de semaine, en plus, je suis en formation justement sur la synergologie. Mais par contre, au printemps, je vais avoir une série de conférences et je vais avoir un lancement d'une formation en ligne aussi, ce qui fait que là, je vais être un peu plus visible. Pour des conférences Zoom aussi, j'ai des webinaires qui sont prévus aussi. Et évidemment, quand vous pouvez aussi vérifier avec la bibliothèque de votre secteur s'ils peuvent m'inviter, puis à ce moment-là, ils vont me contacter. J'ai souvent des bibliothèques qui me contactent. Je vais avoir des villes, le service des loisirs des villes qui vont me contacter, qui peut être différent à ce moment-là de la bibliothèque. Vous pouvez me faire venir dans votre entreprise aussi. Je vais donner à ce moment-là des conférences ou des ateliers ou des formations, dépendamment du sujet que les gens veulent avoir. Et l'un des 10 livres, les 3 des 10 livres d'Annabelle, je vous les remonte, c'est « Je lis en vous, savez-vous lire en moi ?» et on parle de réimpression. 3e ou 4e réimpression? C'est la 4e. 4e, donc best-seller. Il y a aussi « Libérez-vous de votre passé et accéder à votre puissance ». Et enfin, il y a « Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel ». Écoute, ça a été un bonheur de t'avoir, ma chère Annabelle. Pour ce premier, tu es la marraine de ce rendez-vous. Donc, tu es ma marraine. Merci beaucoup. Puis, allez sur le site Marcel. Non, pas Marcel. Excuse-moi, je pense à Marcel Béliveau. Bélivoéditeur.com. Oui. Donc, bélivoéditeur.com. Ou sinon, ton site internet qui est Annabelle-boyer.com. Et vous pouvez commander les livres directement d'Annabelle. Puis on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle invitée. Vous allez voir c'est qui. On va vous laisser la petite surprise pour vous faire découvrir c'est qui. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve dans 15 jours. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, Annabelle, puis avec vous, chères lectrices et lecteurs. À bientôt. Merci tout le monde. Bye.